Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Rencontre avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les jours sombres de mai 1940, lorsque la France s'est retrouvée face à une offensive éclair de l'Allemagne nazie. À cette époque, un homme se tenait au centre de la scène politique française. Paul Reynaud, président du Conseil, pris entre les espoirs d'une résistance héroïque et les réalités d'une défaite imminente. Monsieur Reynaud, merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir, enfin, si je puis dire, de revenir sur ces événements. Un plaisir amer, bien sûr, mais l'histoire mérite d'être entendue, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Monsieur Reynaud, le 10 mai 1940, l'Allemagne lance son offensive. Vous saviez que l'attaque était imminente, mais étiez-vous vraiment préparé à la rapidité et à l'ampleur de cette opération ? Vous savez, nous avions toujours en tête le modèle de la Grande Guerre, celle de 1914. Nous pensions, à tort, que la guerre serait longue, une guerre d'usure. Nous avions bâti la ligne Maginot, persuadés qu'elle tiendrait. Mais les Allemands, ils avaient une toute autre vision. Ils ne se sont pas contentés d'attaquer nos fortifications. Non, ils les ont contournées, en passant par les Ardennes, une région que nous avions jugée impraticable pour des blindés. Les Ardennes. Impraticables, disiez-vous. Pourtant, les services de renseignement vous avaient averti que l'Allemagne pourrait attaquer par là. Comment expliquer cette erreur d'évaluation ? Nos généraux, à commencer par Gamelin, étaient des hommes d'une autre époque, des vétérans de 1914. Ils n'ont pas cru à cette possibilité, pensant que la densité forestière et les routes étroites empêcheraient une invasion par les Ardennes. Et là était notre erreur fatale. Car pendant que nous fortifiions notre ligne Maginot, les Allemands préparaient la guerre éclair. Une guerre de mouvement où les blindés et l'aviation s'harmonisaient pour frapper vite et fort. Et vous, personnellement, avez-vous partagé ces illusions ou avez-vous senti que l'offensive viendrait de là où on ne l'attendait pas ? Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais quand vous avez autour de vous des hommes comme Gamelin, qui vous assurent que tout est sous contrôle, il est difficile de remettre en cause leur autorité sans preuve formelle. Et malheureusement, les preuves, nous les avons eues bien trop tard, et vous connaissez le résultat. Une fois l'offensive allemande en cours, vous avez immédiatement sollicité l'aide de vos alliés. Comment ces appels à Churchill, à Roosevelt, ont-ils été reçus ? Vous deviez vous sentir bien seul dans ces moments-là. Ah, Churchill. Un allié indéfectible, mais un homme aussi accablé par la situation que nous l'étions. Dès le 13 mai, après la percée allemande vers la ville de Sedan, j'ai téléphoné à Londres. Je me souviens de ces mots exacts. « Paul, nous ferons tout notre possible, mais nos moyens sont limités. » Il m'a promis des renforts, des avions. Mais que pouvait-il faire de plus ? L'Angleterre elle-même se préparait à être envahie. Et les Américains ? Ils étaient une puissance mondiale, et pourtant, ils vous ont laissé dans l'ombre. Pourquoi Roosevelt n'a-t-il pas agi plus tôt ? Roosevelt voulait nous aider, je le sais. Mais l'Amérique, à cette époque, était isolée derrière son océan. Roosevelt avait beau vouloir nous soutenir, son peuple n'était pas prêt à entrer en guerre. Il m'a dit « Paul, mon pays n'est pas encore prêt à suivre. » Et pendant ce temps, les Allemands avançaient inexorablement vers Paris. Vous deviez être dévasté de voir ces portes se fermer, alors que chaque jour, la France s'effondrait un peu plus. Comment avez-vous géré cette frustration ? C'était une période de désespoir. Je passais mes journées à envoyer des télégrammes, à passer des appels. Mais chaque jour, les nouvelles étaient pires. Nos lignes reculaient et la débandade gagnait nos troupes. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à demander de l'aide, même en sachant qu'elle n'arriverait jamais à temps. Venons-en à ce moment critique. Le 5 juin 1940, alors que Paris est sur le point de tomber, vous êtes confronté à un débat crucial au sein de votre gouvernement. Fallait-il continuer la lutte ou signer l'armistice ? Comment avez-vous vécu cette discussion ? Ce fut l'un des moments les plus déchirants de ma vie politique. Pétain, Weygand et d'autres avaient déjà dans l'idée de demander un armistice. Pétain répétait sans cesse que la France devait sauver ce qui pouvait l'être. Pour lui, l'armistice était la seule voie honorable pour éviter la destruction totale de la France. Mais moi, je refusais de croire que tout était perdu. Vous étiez donc opposé à Pétain ? Mais alors pourquoi n'avez-vous pas imposé votre décision en tant que chef du gouvernement ? Vous aviez l'autorité pour le faire. Je ne pouvais pas imposer ma volonté contre celle d'une grande partie de mon cabinet, ni contre la majorité du pays. Vous comprenez, le peuple français était épuisé par cette guerre fulgurante. Nos soldats se battaient avec héroïsme, mais ils mouraient.
par milliers. La France saignait. Et moi, je devais choisir entre continuer la guerre à tout prix ou tenter de sauver des vies, même au prix de l'humiliation. Et maintenant, avec le recul, regrettez-vous d'avoir cédé? Je ne regrette pas d'avoir voulu continuer la guerre. Mais je regrette de ne pas avoir trouvé les forces nécessaires pour convaincre mes pères. Peut-être que si j'avais été plus persuasif, plus intransigeant, nous aurions pu résister plus longtemps. Mais à ce moment-là, je me sentais acculé. Je portais sur mes épaules le poids d'un pays en lambeaux. Et pendant tout cela, les Britanniques évacuaient leurs troupes de Dunkerque. L'opération Dynamo a été saluée comme un succès pour les Britanniques, mais pour vous, cela devait symboliser une terrible réalité. La France se retrouvait seule. Comment avez-vous perçu cette évacuation? Était-ce une trahison selon vous? Trahison? Non, pas du tout. J'ai compris ce que Churchill devait faire. Il m'a appelé juste avant que l'opération commence, la voix grave mais pleine de détermination. « Paul, nous devons sauver ce que nous pouvons », m'a-t-il dit. Et il avait raison. À ce stade, les troupes britanniques étaient encerclées. S'il n'avait pas ordonné cette évacuation, c'était toute l'armée britannique qui aurait été capturée, annihilée. Et sans eux, la guerre aurait été encore plus courte. Mais n'avez-vous pas ressenti un certain abandon? Après tout, ces soldats qui se retiraient, c'était aussi une forme de reconnaissance implicite que la France ne pouvait plus tenir seule. Abandon. Ce mot, je l'ai ressenti souvent en ces jours terribles, mais pas envers les Britanniques. Je savais qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce sentiment d'abandon par le destin. Nous étions là, nos soldats encore vaillants. Mais partout la débâcle se profilait. L'évacuation de Dunkerque n'était pas une trahison. C'était une nécessité pour permettre à Churchill de continuer la guerre. Et moi, je me demandais, combien de temps tiendrons-nous encore sans eux? Puis vint le moment fatidique. Le 14 juin, Paris tombe. Vous étiez à ce moment-là à Bordeaux avec le gouvernement. Comment avez-vous vécu cet événement? Avez-vous pensé à ce moment-là que tout était définitivement perdu? Le 14 juin, Paris, la ville lumière, la fierté de notre nation, était aux mains de l'ennemi. C'était irréel. Je me souviens d'avoir reçu un télégramme me confirmant la chute de la capitale. Une onde de choc. Nous savions que Paris ne pouvait être défendu sans entraîner une destruction totale. Mais la voir tomber sans combattre, c'était déchirant. Pour moi, c'était un coup au cœur, un symbole que la France elle-même tombait avec. Mais n'avez-vous pas pensé à continuer la guerre? Peut-être depuis l'Afrique du Nord ou d'autres colonies? Certains généraux, comme De Gaulle, parlaient déjà de résistance à distance. De Gaulle? Oui, il croyait fermement que nous devions continuer le combat, coûte que coûte. Il m'avait même proposé de transférer le gouvernement à Alger, de poursuivre la guerre depuis l'empire colonial. Une idée courageuse mais irréaliste à ce moment-là. Le gouvernement était divisé, épuisé, et l'idée d'abandonner la métropole pour continuer à se battre depuis l'Afrique était perçue par beaucoup comme une fuite désespérée. Et vous, qu'en pensiez-vous? Étiez-vous prêt à cette option, ou étiez-vous déjà résigné à l'idée de négocier une paix avec l'Allemagne? Résigné, non, jamais. Je ne voulais pas d'une paix avec Hitler. Je voulais encore croire que nous pourrions continuer à nous battre, même si les chances de succès étaient minces. Mais la vérité est que l'appareil gouvernemental s'effondrait. Pétain et d'autres poussaient pour l'armistice. Et moi, pris entre ces forces opposées, je me débattais pour maintenir une lueur d'espoir. Mais ce jour-là, à Bordeaux, en apprenant la chute de Paris, j'ai senti le poids du destin s'abattre sur moi. Quelques jours après la chute de Paris, vous avez finalement démissionné, laissant Pétain signer l'armistice. En regardant en arrière, comment justifiez-vous cette décision? Auriez-vous pu agir différemment? Je pense à ces jours constamment. Aurais-je pu imposer ma volonté? Peut-être. Mais à quel prix? La vérité, c'est que je ne pouvais plus compter sur un consensus au sein du gouvernement. Pétain avait déjà pris l'ascendant. Il avait l'oreille de la majorité. Et moi, j'étais de plus en plus isolé. Quand il est devenu clair que l'armistice était inévitable, j'ai préféré me retirer. Je ne pouvais pas, en conscience, signer cet acte de capitulation. Cela aurait été trahir tout ce en quoi je croyais. Mais en vous retirant, n'avez-vous pas laissé la voie libre à la collaboration? Pétain a signé l'armistice et la France a sombré sous le régime de Vichy. Je sais. Je sais ce que vous voulez dire. Mais à ce moment-là, je n'avais plus le pouvoir de l'empêcher.
La France était brisée. Et même si je n'ai pas signé cet armistice, je porte encore le poids de cette défaite. Je porte la douleur d'avoir vu mon pays se plier sous la botte nazie, de n'avoir pas pu le sauver. Alors, monsieur Reynaud, quelle leçon principale tirez-vous de ces événements? Si vous pouviez vous adresser aux générations futures, que leur diriez-vous à propos de cette période tragique? Je leur dirais que l'histoire est faite de choix difficiles. En mai 1940, nous avons été pris de court, mais ce n'était pas seulement une défaite militaire. C'était une défaite morale, politique. Nous avons sous-estimé notre ennemi, nous n'avons pas su nous adapter à un monde en pleine transformation. Mais la France, malgré tout, s'est relevée, grâce à des hommes comme De Gaulle, grâce à la résistance. Ce que j'aimerais que les jeunes générations comprennent, c'est que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une voie vers la lumière. Mais pour cela, il faut être prêt à faire face à la réalité, aussi dure soit-elle. Merci, monsieur Reynaud. Vos paroles résonnent encore aujourd'hui, et je suis certaine qu'elles trouveront écho chez ceux qui nous regardent. Merci à vous, mademoiselle. J'espère que notre passé saura inspirer l'avenir. Et voilà, chers spectateurs. Ce fut un voyage émouvant à travers l'un des moments les plus difficiles de notre histoire, avec un homme qui, malgré les doutes et les épreuves, a tenté de préserver ce qui pouvait l'être. La défaite de mai 1940 fut un moment tragique, mais comme l'a dit monsieur Reynaud, l'histoire ne s'arrête jamais, là où nous le pensons. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.